Jean Lassalle, Jean-Pierre, Jean-Marc Arias, Véronique Cros, Denis Gaillard, oui. Sophie Soubéras, Franck Manzaneda, Véronique Viau, Christian Sabatier, Jean-François Aubert, Maryse Vachon, Christophe Blanc, Jean-Pierre Roussin, Philippe Michel, Jean Monneret, Patrick devrait pas tarder. Non? Ah, merci, ça va. Merci de l'information, on va le marquer. Patricia Massolé-Choska. Patricia. Sandrine Baraquel. Noémie Ségalin a donné procuration à Jean Monneret. Marie-Laure Nougier. Mélissa Luce. Charline Donné-Suire. Patrick Perra-Olivera. Henri Fonda. Marie-Pierre Mouton. Christine Béraud a donné procuration à Marie-Pierre Mouton. Antonio Lopez. Karine Foulon. Richard Poignet. Christian Durand. Marguerite Bage. Et Peggy Fissier a donné procuration à Richard Poignet. Nous allons passer à la désignation du secrétariat de séance. Maryse, qui est contre, qui s'abstient. Merci pour ce vote à l'unanimité. Le rapport suivant est le rapport de la dernière séance. Nous avons eu des conseillers qui nous ont demandé des modifications. Donc toutes ne sont pas valides. Les enregistrements sont à votre disposition, vous pouvez les écouter. Pour autant, certaines sont valides. Sur la demande de Marie-Pierre Mouton, sur la page 29, nous validons le fait que Mme Mouton indique qu'il conviendrait que les forfaits payés par la commune et ceux qu'elle paie aux autres communes, conformément à la loi, soient équitables. Ce n'est pas le cas. Donc nous le mettrons dans le prochain rapport. Sur la page 29 aussi, Mme Foulon s'interroge sur les raisons qui ont amené à choisir cette association et non pas à verser directement aux communes et demande comme s'exerce le contrôle. Donc après écoute, effectivement, nous ferons la modification. Et nous avons aussi Patrick Perra-Olivera qui nous demande à la page 12. Patrick Perra-Olivera interroge le maire sur un projet de wagonnet aérien porté par la SAS Granula Vica qui avait eu un avis défavorable de la municipalité en raison de la proximité de la zone naturelle sensible de l'île des Cadets. Ce projet nécessitait l'acquisition d'un terrain. Il demande si d'autres solutions ont été proposées. Et à la page 2, on enlève, effectivement, Patrick Perra-Olivera a demandé aussi d'enlever un mot, suppression de la référence RAD assainissement. C'était une erreur. Je précise que tous les enregistrements sont à disposition, que vous pouvez les demander et donc les écouter. Juste, bien, quand on intervient, bien parler dans le micro, parce que tout est enregistré, ça a été réécouté 2 fois, et pour autant, il y a des fois on entend mal, et donc du coup, on retranscrit mal. Voilà, donc quand on intervient, bien penser à bien parler dans le micro. Y a-t-il d'autres observations sur le rapport? Oui, excusez-moi. Donc, oui, donc j'entends moi que sur les remarques que j'ai faites, seule la modification est apportée sur la page 29 et donc sur le reste non. Oui. D'accord. Donc, ce qui serait bien quand même quand on... Enfin, moi je sais que j'ai envoyé ces remarques jeudi et ce serait bien de nous signaler avant peut-être que c'est pas pris en compte parce qu'à ce moment-là on viendrait écouter la bande son. Moi, je n'ai pas enregistré ce que j'ai dit, bien entendu, oui, donc je suis prête évidemment à venir en mairie écouter le rendu de la prise de son, et ça serait intéressant de le savoir, voilà. Parce qu'aujourd'hui, on nous demande de voter, moi, je n'ai pas entendu la bande son, donc, moi, pour le coup, ben voilà, je ne peux pas voter le rapport. Il n'y a pas de souci, donc déjà l'intervention là sera évidemment notée dans le rapport, et les enregistrements sont à votre disposition, donc avant de demander des informations ou après, vous pouvez venir... écouter les bandes sons.
La seule chose, c'est que maintenant, on nous demande de voter ce rapport. Oui, donc voilà, je ne peux pas voter le compte-rendu puisque je n'ai pas écouté la bande-son et que ce que je demandais à modifier n'a pas été pris en compte. Oui, je pense qu'on peut quand même faire un peu confiance au personnel administratif qui fait le travail et qui réécoute les bandes. On peut aussi avoir de la transparence et écouter... Mais c'est bien pour ça que je suis entièrement d'accord avec ça. Et je vous redis, les bandes-son sont à votre disposition. Y a-t-il d'autres questions? Pas d'autres questions. Nous soumettons le rapport au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, Patrick Perra-Oliveira, Karine Foulon, Henri Fonda, Marie-Pierre Mouton, Antonio Lopez et leur procuration. Je pense que vous levez la main 2 fois pour ceux qui ont des procurations. Évidemment. Merci. Le rapport suivant. Modification des délégations de l'Assemblée au maire autorisant d'intenter au nom de la commune des actions en justice. Alors, vu les articles du Code général des collectivités territoriales en application duquel le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé en tout ou partie et pour la durée de son mandat d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal. Vu l'article du Code général des collectivités territoriales, vu la délibération du 20 juillet 2020 et vu le point 16 de la dite délibération. Sur les considérants, je pense qu'a été transmis dans les pièces jointes la délibération du 20 juillet. Sur le point 16 était noté « Intenter au nom de la commune des actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle dans le cas défini par le conseil municipal et transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus. » Le nouvel article, suite à des informations qu'on a eues et des retours, c'est qu'aujourd'hui, sur les considérants, le nombre d'actions intentées en justice, et notamment pour des problèmes d'urbanisme, est vraiment récurrent. Et donc, du coup, les modifications de cet article-là sont les suivants. Autorise Monsieur le maire à être chargé pour la durée de son mandat d'intenter au nom de la commune les actions en justice, de défendre la commune dans les actions intentées contre elle ou d'intervenir au nom de la commune dans les actions où celle-ci y a intérêt, d'exercer toutes les voies de recours utiles, y compris en cassation. Cette délégation recouvre l'ensemble des contentieux de la commune, civil, pénal, administratif, financier ou autres, devant les juridictions de l'ordre judiciaire, de l'ordre administratif, tant en première instance qu'en appel ou en cassation. Autoriser Monsieur le maire, notamment à ce titre, pour la durée de son mandat, à procéder à toute constitution de partie civile devant toutes les juridictions qu'on vient de citer, ou maison de justice pour le compte de la commune, dès lors que les intérêts de cette dernière ou ceux de ses agents ou de ses représentants élus seraient en cause, ceci en appel comme en cassation, et à pouvoir exercer toutes les voies de recours utiles, et autoriser Monsieur le maire à charger par arrêté Monsieur Jean-Pierre Planel, premier adjoint, à prendre en son nom les décisions pour lesquelles il a reçu délégation au conseil municipal conformément aux dispositions de l'article L 2122-18 du Code général des collectivités territoriales. Ceci pour que Jean-Pierre Planel puisse, en mon nom, aller déposer plainte quand il y a des problèmes d'urbanisme, une voiture qui brûle et qui détruit l'enrobé, une voiture qui percute un mur, qui casse un mur et le mur appartient à la commune, etc. etc. Avez-vous des questions? Le micro. Oui, la traduction de tout ça, est-ce que le maire est autorisé à rester en justice sans en avoir informé le conseil municipal? Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ce que ça veut dire. Oui. C'est-à-dire que dès qu'on va déposer plainte, évidemment, si on dépose une plainte pour une voiture qui a percuté un mur, ce qui s'est passé ici sur le parking, évidemment, il y a une action en justice. Et donc, du coup, c'est effectivement autoriser le conseil municipal, autoriser le maire à aller déporter plainte et défendre la commune devant le tribunal qui va faire appel à lui. Et à aucun moment, le conseil municipal sera officiellement informé de toute action en justice? Je ne vois pas comment, non.
Même pas en information, sans parler de vote, ni de... Non. Non, après... Non, c'est pour savoir. Oui, voilà, c'est ça. En fait, une fois que l'acte est rendu en justice, il y a des décisions qui sont prises. Et là, en fin de conseil municipal, toutes les décisions sont prises. C'est là où tu voulais en venir? Enfin, je voulais savoir si le conseil municipal est averti des éventuels recours en justice de la mairie ou à l'inverse des attaques de particuliers ou de sociétés contre la mairie. Non. On n'est plus... D'accord. Bon, mais si c'est la loi, on va dire oui. Y a-t-il d'autres questions? Pas de questions? On va attendre peut-être que Jean-Marc et Béatrice reviennent. Ça commence. Ah, tu pourrais. D'accord. On a bien noté que Béatrice Martin est sortie, donc ça ne fera pas part au vote. Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour ce vote. Nous allons passer à la délibération numéro 4, formation des élus, et le rapporteur est Jean-Pierre Planel. Merci. Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L 2123-12 et L 2123-13, considérant que la formation des élus municipaux doit être adaptée aux fonctions des conseillers municipaux, que les orientations de la formation et les crédits ouverts à ce titre doivent être définis par délibération de l'Assemblée, que les organismes de formation doivent être agréés conformément à l'article L 2123-13 du Code général des collectivités territoriales. Étant précisé également que chaque élu ne peut bénéficier que de 18 jours de formation sur toute la durée du mandat, quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection. Considérant et que chaque élu pourra bénéficier pour la durée du mandat des droits à la formation selon ses souhaits. La prise en charge de la formation des élus se fera selon le principe suivant. Agrément des organismes de formation. Dépôt préalable au stage de la demande de remboursement précisant l'adéquation de l'objet de la formation et avec les fonctions effectivement exercées pour le compte de la ville. Liquidation de la prise en charge sur justificatif des dépenses. Répartition des crédits et de leur utilisation sur une base égalitaire entre les élus. Considérant que les thèmes privilégiés seront positionnement de l'élu local, tout thème en lien avec les délégations, les sièges occupés dans les diverses instances de travail et connaissance des institutions, méthodes et moyens de communication propres à l'exercice du mandat. Considérant que l'enveloppe budgétaire d'un montant égal à 5 000 € est consacrée chaque année à la formation des élus et que chaque année, un débat aura lieu au vu du tableau récapitulatif des formations suivies annexées au compte administratif. Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir adopter dans le cadre d'organisation de formation des élus précités, dire que le montant des dépenses liées à la formation des élus locaux sera plafonné à 5 000 € et d'inscrire au budget les crédits correspondants. Autoriser Monsieur le maire à signer tout document relatif à cette affaire. Avez-vous des questions? Oui. Oui, est-ce que cette somme de 5 000 € peut être révisée en fonction du nombre de participants? Non, on a mis une enveloppe budgétaire, et cette enveloppe budgétaire, elle est renouvelée annuellement, mais après, il n'y a pas de dépassement. C'est pour ça qu'on demande à ce que vous vous inscriviez dans un programme. Là, on interroge les organismes, savoir s'il y a des places de disponibles, etc. Et une fois qu'on a validé tout ça, les gens partent en formation. Et une fois qu'ils ont fait une formation, si l'année d'après ils s'inscrivent dans un autre programme, il est plus prioritaire par rapport à ceux qui n'ont pas encore eu de formation. Et encore faut-il que ceux qui s'inscrivent soient dans des formations où il y a de la place. Sinon, c'est... Voilà. Mais non, c'est une ligne budgétaire. On a mis 5 000 € de ligne budgétaire. Et est-ce que c'est suffisant par rapport au recul que vous avez sur Oui, il faudrait valider vis-à-vis du directeur financier là-bas, mais en général, on n'a pas de dépassement de la ligne. Jamais. D'accord, merci.
Donc, la mairie propose un programme de formation où on peut consulter, ou c'est à nous à trouver un organisme avec... Ah non, mais après, vous allez au service ressources humaines, ils ont des organismes et des formations. Donc il y a des organismes... mais après, il y a le centre de gestion qui fait des formations aussi. Il y a plein d'organismes qui permettent de faire des formations. Pas d'autres questions? Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour ce vote à l'unanimité. Sur le rapport numéro 5, je vais passer la parole à Jean-François Aubert pour la rétrocession des voiries et des espaces verts du lotissement Les Santonines. Oui, merci, bonsoir. Donc, le lotissement Les Santonines, la parcelle est cadastrée W1137. À la demande donc de la CoPro, nous allons reprendre les voiries, donc espaces verts, comme le signifie le titre. Donc, les voiries, d'une part, sont traversantes et sont favorables au maillage des voiries aux alentours. Idem pour les réseaux, donc nous avons tout intérêt à prendre en charge ces voiries pour, bien évidemment, un euro symbolique, les frais d'acte étant pris en charge par la CoPro et Madame Barré en particulier. Donc il vous est proposé d'approuver la rétrocession de cette parcelle et d'autoriser Monsieur le maire à signer toutes les pièces relatives à cette affaire. Avez-vous des questions? Oui, Patrick? Oui, simplement là, au niveau de la procédure de rétrocession, est-ce qu'elle a changé ou est-ce que, avant de prononcer un avis favorable, il y a un état des lieux qui est réalisé? La procédure n'a pas changé. Alors, je ne sais pas par rapport à quand tu parles, mais il y a encore 2 ans, c'est ça? Non, on est toujours sur le même règlement de voirie, donc il n'y a rien qui a changé. D'accord, okay. Donc ça veut dire que cette rétrocession, elle prend en compte des voiries en bon état, etc. Avec les tests de fumée obligatoires, etc. Voirie et réseau, oui, tout à fait. Y a-t-il d'autres questions? Pas de questions. Nous mettons le rapport au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour ce vote à l'unanimité. Le rapport numéro 6, c'est toujours Jean-François Aubert qui va porter le rapport. Cession d'une partie de la parcelle cadastrée YH 271. Oui, donc sur un précédent conseil, nous avons déjà vendu une partie une parcelle de terrain à M. Coufignal pour la société Eleven Productions. Il se trouve que le jour où nous avons rédigé le projet de Délib, ce monsieur est venu nous demander la possibilité d'acheter 1000 m² de plus. Pour ne pas annuler les délibérations en cours, nous avons préféré résoudre ce problème en 2 phases. Donc nous avons approuvé la première vente au conseil précédent et là, dans le même esprit, nous nous apprêtons à vendre 1000 m² supplémentaires, parcelle cadastrée YH 204. Situé donc à l'allée des Parfums au droit de l'unité de, je ne sais pas comment appeler ça, c'est une vente de parfums, oui. Voilà, il est proposé un découpage et la cession se fait au tarif traditionnel de 17,52 €. Donc il est proposé, s'il n'y a pas de questions, alors sachant quand même, parce que la commission environnement avait posé une question, effectivement, on cède 1000 m² de plus, mais ça n'impacte pas toute la surface restante qui est destinée à d'autres projets. Donc il est proposé d'approuver cette cession, qui, je vous le rappelle, passe par l'intermédiaire de la Comcom, puisque c'est eux qui ont la gestion de l'économie, et puis d'autoriser Monsieur le maire à signer toutes les pièces se rapportant à l'affaire. Y a-t-il des questions? Oui, la parcelle en bas, la parcelle marquée A sur le plan, il y a un droit de passage, je vois, tout le long, jusqu'à la route. Ça veut dire que dessus, on ne pourra pas y construire. Alors, sur lequel de plan? Sur le plan, celui-ci? Non, il n'y a pas de... Alors, à vérifier, mais il n'y a pas de servitude sur la parcelle restante. C'est de ça qu'on parle. Donc du coup,
sur la parcelle A, mais la parcelle A, c'est celle qu'il a achetée au dernier conseil municipal. Ah d'accord, c'est celle-là. Il est toujours chez lui, oui. Mais bon, ça va rester divisé sur le cadastre, je suppose. Ah, mais ça, après, c'est des problématiques. Donc il y aura bien, apparemment, un droit de passage là, sur 20 mètres de long, ou 46 mètres de long. C'est le même propriétaire qui achète... Oui, oui, voilà. oui, Donc oui. après, je pense qu'il s'autorisera à avoir un droit de passage. Enfin, chez le notaire, ce sera marqué. Et ce sera certainement. Ah, mais, sérieusement. Alors, pour information, comment ça se passe dans des cas comme ça, quand un propriétaire a plusieurs parcelles, ou il les laisse en l'état, ou alors il demande un bornage et il crée qu'une seule parcelle, et nous, après, on en est informé. Je vais vous demander de passer au vote. S'il n'y a pas d'autres questions, qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour ce vote à l'unanimité. Pour le rapport numéro 7, nous allons passer la parole à Jean-Marc Arias sur le débat d'orientation budgétaire. Bonsoir tout le monde. Donc, nous allons passer au ROB. On l'appelle un DOB, mais bon, c'est un rapport d'orientation budgétaire. Ce rapport d'orientation budgétaire va vous être présent. Alors, vous l'avez tous reçu. Je pense que tout le monde a eu ce rapport. Moi, je vais vous présenter une synthèse de ce rapport, sachant qu'il n'est pas soumis au vote, que c'est un document préparatoire à la construction du budget, qu'on est là pour débattre sur poser des questions. Donc, quand je vous aurai fait la synthèse, je ne vais pas être très très long. Je pense que vous l'avez lu, tout est dedans. Je vais peut-être plus m'orienter sur le contexte national, en vous précisant certaines choses. Donc là, voilà. Donc en fait, le rapport budgétaire, d'orientation budgétaire, vous voyez, il y a le contexte national et local. Moi, je ne vois pas l'écran là. Je ne vois pas bien. Contexte national et local. Je vais vous présenter le volet financier, le volet ressources humaines et le plan d'investissement. Alors, concernant le contexte national et local, je vais vous parler dans un premier temps du projet de loi de finances 2021, mais également, oui je l'ai, mais également de la loi de programmation des lois de finances 2018-2022 et son impact avec le Covid. Et je vous parlerai également des lois de finances rectificatives parce que cette année, nous avons 3 lois de finances rectificatives sur le budget national, ce qui est rare, même exceptionnel. Et je vous parlerai également du plan de relance qui a été prévu par le gouvernement, tout ça lié par le contexte sanitaire et de cette pandémie Covid que nous avons vécue toute l'année 2020 et qui débute pour 2021. Sur le projet de loi de finances 2021, la finalisation de la réforme de la taxe d'habitation, je rappelle qu'un processus d'extinction de la taxe d'habitation a été entamé par le gouvernement. Depuis 2020, on ne vote plus les taux, mais on doit, à partir de 2021, recevoir un produit de remplacement. Je rappelle que 80% des habitants ne payent plus la taxe d'habitation. Il reste 20% qui payent la taxe d'habitation. 30% sur 2021 vont percevoir sur les 20%, il y aura un dégrèvement de 30% sur 2021, un dégrèvement de 65% en 2022, et plus personne ne paiera la taxe d'habitation sur 2023. À partir de 2023, on ne paiera plus la taxe d'habitation. Sur la dotation globale de fonctionnement, qui est une ressource de l'État, en 2014, on percevait sur le budget de la collectivité 2 474 741 000 euros. Sur 2021, prévisionnel 391 000. En fait, l'État avait mis en place un processus de diminution de cette dotation globale de fonctionnement. Le processus de redressement des comptes publics par la baisse de la DGF est interrompu, mais toutefois, par un système d'écrêtement, la ville de Pierrelatte continue à perdre de la dotation globale de fonctionnement. C'est devenu une ressource minime et on peut dire qu'on peut ne pas compter sur cette ressource-là. On ne peut plus compter sur cette ressource.
On a quand même un maintien, et on est encore éligible à la DSU, la dotation de solidarité urbaine. On est 483e sur les 693 éligibles. On a une augmentation de 10% de cette dotation qui représente aujourd'hui 223 440 000 euros, ce qui bientôt représentera l'équivalent de la DGF. Donc, se rappeler que la DSU bientôt sera le montant de la DGF. On a également sur ce projet de loi de finances un maintien de l'enveloppe du FPIC. Je rappelle que le FPIC, pour être imagé, c'est un moyen de péréquation qui permet aux collectivités les plus riches de se délester un petit peu de ses finances pour permettre aux collectivités un peu moins riches de fonctionner. Cette enveloppe du FPIC est prévue à 1 211 000 euros sur 2021. C'est du prévisionnel. Sinon, ensuite, après la loi de finances rectificative, je voulais le projet de loi de finances, je voulais parler de la loi de programmation des lois de finances 2018-2022, et notamment l'impact du Covid. Il était prévu depuis 2018 jusqu'à 2022 un plan d'économie de 13 milliards. Donc après avoir baissé les recettes des collectivités, il était prévu d'encadrer les dépenses et maîtriser les dépenses budgétaires des collectivités. Donc avec le Covid et cette pandémie, l'État a ajourné ce plan d'économie de 13 milliards et du coup les indicateurs qui encadraient ces maîtrises budgétaires et notamment le fait qu'il ne fallait pas dépasser de 1,2% la progression des dépenses à caractère général n'existe plus. Aujourd'hui, on demande aux collectivités d'assumer un rôle face à la pandémie. On reconnaît ce rôle. Et donc, même pour ce qui est de l'endettement, il est demandé aux collectivités de faire les investissements nécessaires pour soutenir l'économie. Donc, il n'y a pas non plus de surveillance sur le niveau d'endettement des collectivités. Alors, bien sûr, c'est une mesure transitoire, mais c'est pour vous informer de ce changement. Ensuite, il y a des lois de finances rectificatives. Et la dernière loi de finances rectificative qui est liée au Covid prévoit une clause de sauvegarde des recettes fiscales et domaniales, et notamment pour la collectivité, la ville de Pierrelatte, cela va représenter une somme d'un versement de 282 849 euros. Il est prévu également sur cette loi de finances rectificative, et je m'excuse, mais je n'arrive pas à parler avec ce masque, il n'arrête pas de se coller à ma bouche, une augmentation du fonds de dotation de soutien à l'investissement local. On passe de 500 millions d'euros à 1 milliard, essentiellement sur la transition écologique, la rénovation des patrimoines et des bâtiments publics. Et enfin, je voulais vous parler du plan de relance, parce que cette pandémie de la Covid, le gouvernement prévoit pour cette sortie de crise un plan de relance de 100 milliards. Il pointe sur ce plan de relance, d'une part, la transition écologique, avec la rénovation thermique des bâtiments et le développement des centres de tri et de déchets. Il prévoit aussi un volet important sur la compétitivité des entreprises, avec un projet de baisse des impôts de production. Je ne vais pas m'étaler dessus, mais cela risque de toucher des recettes fiscales que les collectivités aujourd'hui perçoivent, notamment la CVAE, la CFE et la taxe foncière bâtie. Et ensuite, troisième point sur ce plan de relance, il pointe également la cohésion sociale et territoriale à travers la mobilité et les infrastructures de transport. On en parlera tout à l'heure, notamment avec la sortie d'autoroute. Ça fait partie des infrastructures de ce transport. Voilà pour ce qui est de... Alors, après,
tout le temps toujours sur le contexte national, mais un peu plus local, c'est sur l'intercommunalité. L'impact de l'intercommunalité sur notre budget, alors, il n'a pas changé. On reporte un petit peu les données de l'année dernière. On a fait le transfert de la compétence économique et du tourisme en 2017. À ce titre, je rappelle que la communauté de communes, on a une convention de partage de fiscalité, d'une part pour ces transferts de compétences, et notamment aussi pour les déchets. Je rappelle que la compétence déchets relève de la CDDSP. Et je rappelle aussi que la CDDSP, pour financer ses compétences, n'a pas de fiscalité propre. Elle est obligée d'avoir une fiscalité additionnelle, c'est-à-dire que sur chaque impôt, elle perçoit une taxe, minimum, une taxe additionnelle d'un petit pourcentage sur la taxe d'habitation terminée, mais sur la taxe foncière, bâtie, non bâtie, et sur la cotisation foncière des entreprises. C'est ce qui lui permet de financer ses compétences, et également, elle perçoit la TOM, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, puisque c'est elle qui a la compétence. Voilà pour ce qui est du contexte national. Maintenant, je vais voir avec vous le volet financier. Donc, on va passer le slide. Si on peut passer le slide. Voilà, c'est bien, super. Ça suit. Sur les recettes. Alors, sur les recettes, on a parlé de la baisse de la dotation globale de fonctionnement. Je ne reviens pas dessus. Mais en cumulé, on a perdu 10 millions d'euros depuis 2014. Stabilité des taux d'imposition des taxes directes locales. Donc, je rappelle que maintenant, on peut voter les taux que sur la taxe foncière, bâtie, non bâtie et la cotisation foncière des entreprises. Que ces taux, on ne les a jamais augmentés depuis 2014, qu'on les avait même à une époque légèrement baissés, et que l'on maintient ces taux au même niveau. Je rappelle que le produit de la fiscalité, c'est un taux multiplié par une base. La base, c'est l'État qui la donne. On ne la maîtrise pas, elle la revalorise. Cette base est revalorisée cette année de 0,2%, c'est epsilon. Hein. Et donc, on n'aura vraisemblablement pas d'augmentation du produit de notre fiscalité. Donc en 2021, on aura toujours des recettes impactées par la crise sanitaire, parce que je rappelle que 80% de nos recettes, c'est effectivement la fiscalité, mais nous avons également des recettes propres, et notamment par le service rendu. Je pense à la piscine, je pense à la culture quand on fait des spectacles, je pense à la crèche, je pense à la cantine scolaire, voilà, tous ces services que nous rendons. La piscine a été fermée pendant plusieurs mois, elle est encore fermée au public, et donc cela entraîne bien sûr des baisses de recettes. On a un maintien de la CVAE, la cotisation sur les valeurs ajoutées. Je rappelle qu'on avait eu une baisse l'année dernière, suite, bon, on ne va pas rentrer, c'est assez compliqué, mais suite à une revalorisation de certaines bases sur 2017-2018, mais on espère, et normalement la CVAE ne devrait pas être touchée sur les communes. Par contre, dans le plan de relance, il est prévu que la CVAE, la part de la CVAE de la région, des régions, disparaisse justement pour baisser l'impôt de production des entreprises. Mais normalement, les communes ne devraient pas être touchées par cette baisse de la CVAE. Mais bien sûr, ça sera à surveiller. Compter des dépenses. Donc là, c'est une synthèse du rapport. Hein. Je regarde les points essentiels. La hausse du FPIC. Donc, on a eu une hausse du FPIC jusqu'à maintenant. On a une stabilité de l'enveloppe. La variation du FPIC proviendra des décisions prises au sein de la CDDSP. En effet, c'est la CDDSP qui peut choisir la répartition de ce FPIC, si c'est fait au droit commun, dérogatoire ou de façon libre. Des charges toujours impactées par la crise sanitaire, là aussi. Alors, vous le verrez sur le
compte administratif, normalement, qui devrait arriver prochainement. Effectivement, on a une baisse des recettes, mais on a eu également une baisse des dépenses. Alors, c'est lié notamment à l'entretien. Une piscine et d'autres services, bien sûr, on a moins de recettes, mais également, on a moins de dépenses. Donc, vous verrez que sur 2020, le compte administratif est positif. Et positif plus que ce que l'on pensait. Malgré tout, on est toujours dans la maîtrise des charges à caractère général. Depuis que l'on est arrivé, notre objectif, ça a toujours été de maîtriser les charges à caractère général, les charges de fonctionnement, pour permettre d'investir. Et notre politique a toujours été la politique de l'investissement. On essaie de maintenir cela, mais pour maintenir cela, il nous faut obtenir des marges de manœuvre, et c'est ce qu'on appelle la capacité d'autofinancement. C'est l'épargne. Cette épargne, c'est la différence entre nos recettes réelles et nos dépenses réelles. Vu que nos recettes baissent, on n'avait pas d'autre choix que de maîtriser nos dépenses. Sinon, notre marge de manœuvre et notre capacité, notre épargne, notre capacité d'autofinancement allait se réduire. Et ce qu'on évite de vivre, c'est l'effet ciseau. C'est-à-dire quand les dépenses, la courbe des dépenses et la courbe des recettes se croisent. Notre objectif, c'est de maintenir une capacité d'autofinancement de 3 millions d'euros. Alors, c'est pas facile, hein. Donc pour l'instant, on y arrive. Et également de gérer et de permettre l'investissement par l'emprunt. Toutefois, on doit surveiller notre ratio de désendettement. Il me semble logique que lorsqu'on fait des investissements sur des gros investissements qui vont durer entre 25 et 50 ans, il est logique de le faire par l'emprunt et de ne pas faire supporter un investissement de 50 ans sur une seule génération. Toutefois, il faut gérer ses emprunts, il faut gérer ses prêts. Il vaut mieux, comme je dis souvent, emprunter de façon régulière et toujours de façon linéaire que de faire des emprunts à grands coûts tous les 10 ans. Donc aujourd'hui, notre ratio de désendettement, il est très bon. On est à 2,11 ans au 1er janvier 2021. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'on utilisait notre capacité d'autofinancement, notre épargne, pour solder nos dettes, on mettrait 2 ans. En 2 ans, si on consacrait toute notre épargne, on solderait notre dette. Sachant que le ratio qui avait été préconisé, qu'il ne fallait surtout pas dépasser par l'État, c'était 12 ans. Sachant que la moyenne de la strate est à plus de 4 ans, on est bien placé. Après, nous allons voir le volet social, RH. Donc ça, c'est l'évolution des charges de personnel. Il faut savoir que dans une collectivité comme la nôtre, et dans toute collectivité d'ailleurs, le niveau des dépenses de charges de personnel représente le premier budget de fonctionnement. Ça représente pas loin de 10 millions d'euros. Ce budget-là, il est obligé, en règle générale, il est obligé de régulièrement monter pour une raison, sauf à licencier, sauf à faire un plan de licenciement. Pour une raison, c'est qu'on est dans la fonction publique et qu'il y a une évolution des carrières régulières, des personnels qui montent d'un échelon à l'autre et qui renchérissent le coût du personnel. Ce qu'on s'est efforcé de faire depuis qu'on est arrivé, c'est résoudre l'emploi précaire. Il n'y a pratiquement plus d'emplois précaires, c'est pratiquement que des titulaires. Un volume très minime de contractuels sont employés. Cette année, les charges de personnel sur 2020, exceptionnellement, ne vont pas augmenter pour une raison, c'est la pandémie de la Covid. Nous n'avons pratiquement pas employé de jobs saisonniers, pas d'heures supplémentaires, puisque l'activité était à minima. Pas de festivités, pas de piscine,
Pas de convivialité, comme disait mon proviseur. On a réorganisé le CCAS, ce qui a aussi, à la base, fait des changements au niveau de la charge de personnel. On a renforcé les effectifs de police. Depuis 2014, on renforce les effectifs de police et ça va, il me semble, Jean-Pierre Planel, tu pourras le confirmer, mais il me semble que ça va continuer. On a mis en place des tickets de restaurant, mais ça c'est depuis 2014. Hein, et réorganiser les services d'encadrement. Ça c'est des documents finalement que l'on a depuis 2014 hein, et qui sont ajustés. Les perspectives 2021, évolution systématique à l'échelon supérieur, nous continuons, nomination de 5 stagiaires, gestion active du déroulement de carrière des agents, une année certainement encore impactée par la crise sanitaire, on le voit dès le début, là, des mois de janvier, février, je ne sais pas quelles sont les décisions gouvernementales qui vont être prises, mais en tous les cas, les 6 premiers mois risquent d'être à l'image de 2020, et poursuite du développement du service de police municipale. Voilà pour les perspectives 2021 sur le volet social. Et en investissement, c'est le dernier volet. Pas des moindres, parce que je vous disais que le premier budget de fonctionnement, c'est 10 millions d'euros, c'est le charge de personnel, mais le deuxième budget, c'est l'investissement. C'est 8,8 millions d'euros prévus. Comment est financé ces 8,8 millions d'euros? D'abord par l'affectation et le virement de la section de fonctionnement, donc c'est-à-dire les marges de manœuvre que l'on se donne depuis la section de fonctionnement, 4,4 millions d'euros. Il y a des restes à réaliser de recettes de l'année dernière, 400 000 euros. Des crédits nouveaux. Là-dedans, nous avons le fonds de compensation de la TVA qui sera moindre sur 2021, car 2020, nous avons moins investi à cause de la pandémie de Covid. Beaucoup de chantiers étaient à l'arrêt ou prenaient du temps. Il y a des taxes d'équipement, subventions, les subventions des partenaires. Alors les partenaires, c'est le département, la région, l'État. Cela représente 1 million d'euros prévisionnels. Et les opérations pour ordre, enfin, en fait c'est l'amortissement, cela représente 3 millions d'euros. Vous avez, sur la dernière page, alors, ce n'est pas le PPI, le plan prévisionnel d'investissement. Ce PPI, nous sommes en train de le construire. Ce sont des grands axes. Donc, vous avez, comme je n'ai pas le document à jour, vous avez la modernisation de la vidéoprotection et de la sécurité. Commerce, économie, vous avez le pub sur le Lidl avec la caserne de pompiers, des acquisitions foncières, parce que avant de créer des bâtiments, il faut avoir les acquisitions foncières. Il nous manque d'acquisitions foncières. Le sport, on a la salle de boxe, 2 city-stades, piscine, des rénovations de la piscine. Sur la culture, nous avons l'aménagement du Rocher qui a été déjà réalisé, la médiathèque, qui est voilà, un projet médiathèque, patrimoine. Des grands aménagements sur la voirie. L'ADAP, c'est la mise en accessibilité de tous les ERP, établissements recevant du public. Donc là, on est parti sur 10 ans. On a commencé il y a, je pense qu'il y en a un qui pourrait me le dire, c'est Patrick. 2015, on a commencé en 2015. Donc voilà, exemple pour l'ADAP, qu'est-ce que c'est? C'est la mise en place d'un ascenseur à l'école du Rocher, par exemple. L'échangeur autoroutier, je vous parlais tout à l'heure du plan de relance sur les infrastructures routières de l'État, 100 milliards, entre autres. L'environnement, et puis la maison médicale, dont on parle depuis longtemps, et qui avance à grands pas. Voilà les principaux investissements. Bien sûr, il y en a 3 pages d'investissement, parce qu'il y a des petits investissements qu'on ne vous a pas notés, c'est le PPI, hein. Mais tout investissement est important dans la ville de Pierrelatte. Voilà pour ce rapport d'orientation budgétaire. Maintenant, vous l'avez sous les yeux. Ben, c'est le moment de poser des questions. On fera ensuite assainissement et eau, Jean-Marc? Ah oui, d'accord. J'enchaîne alors? Sur oui. l'assainissement et l'eau.
Oui, alors, et on n'a pas fait de synthèse, je crois, là-dessus, mais si, ah ben oui, j'avais pas vu, je croyais que c'était fini. Ah oui, c'est parce que, alors, oui, pour ceux qui ne savent pas, il y a 2 budgets annexes qui sont associés à la ville de Pierlat, donc 2 budgets annexes, un budget pour l'eau et l'assainissement. Alors, c'est à la fois important de les voir parce que ces budgets annexes, il me semble que c'est en 2026 que la compétence est transférée à la CDDSP, Alain ? C'est prévisionnel, oui. Voilà. Donc ça veut dire, grosso modo, qu'il nous reste 5 ans avec ces 2 budgets. Je rappelle que quand on est arrivé, on avait un budget de lotissement que l'on a dissous et qui est même parti à la CDSP parce que c'était des lotissements économiques, c'était le transfert de la compétence économique. Et donc l'eau et l'assainissement seront des transferts aussi qui devront être effectués. Donc ces budgets financent les investissements liés à la production et à la distribution de l'eau potable de la ville et à l'assainissement collectif, à savoir les extensions ou mises aux normes de réseau de la station d'épuration. Alors sur ces 2 budgets, il y a très peu de dépenses d'exploitation, à part des études et des missions d'inspection, dans la mesure où le service fait l'objet d'une délégation de service public. Je rappelle qu'il y a une DSP sur ces 2 budgets-là. Actuellement, le fermier, c'est Suez. Il me semble que la DSP va être reconduite. Enfin, en tous les cas, il y a une étude qui va être faite. Et Isabelle, c'est quand la prochaine DSP? C'est en cours, là. En cours, hein, c'est en cours. L'assistance à maîtrise. Voilà, il y a une assistance à maîtrise d'ouvrage pour la DSP, pour l'attribution de cette DSP. Alors l'année 2021 sera marquée par la procédure d'un choix d'un nouveau délégataire. Oui, c'est marqué, c'est ce qui était prévu. Alors sur l'eau, je voulais juste dire qu'on économise depuis quelques années de l'argent sur ce budget eau parce que nous avons des gros travaux à effectuer. Donc on fait des provisions. C'est pour protéger le captage de Bonnefille. Travaux qui sont évalués à 1,8 million d'euros. Donc on souhaite ne pas recourir à l'emprunt. Alors s'il faut le faire, on le fera hein, sur le budget de l'eau. Mais normalement, on a les marges de manœuvre pour effectuer ces travaux sans recours à l'emprunt. Par contre, on a sur l'assainissement collectif également des travaux à faire pour un bassin de rétention autour de la station d'épuration. Là, par contre, on n'a pas la capacité d'autofinancement et les marges de manœuvre nécessaires sur ce budget-là. Il faudra certainement recourir à l'emprunt, mais est-ce que, et ça c'est politique, c'est à réfléchir, est-ce qu'on doit le faire avant ou après le transfert de la compétence? Voilà. Se posera la question, on y réfléchira. En tous les cas, il y a une assistante de maîtrise d'ouvrage pour le renouvellement de la DSP et des travaux seront également effectués sur l'assainissement et sur ce bassin de rétention. Voilà les principales lignes directrices sur ces budgets annexes. Donc j'en ai fini finalement sur le ROB. Pour la présentation du rapport, du coup, le débat d'orientation budgétaire est ouvert. Avez-vous des questions, des demandes sur ce rapport? Pas de sujet? Oui. Juste une petite intervention. C'est vrai que le débat d'orientation budgétaire n'amène pas de vote. Hein. C'est simplement une explication des orientations que souhaite prendre la commune. Et finalement, le schéma, il est d'une part classique, en tout cas dans nos relations avec l'État, et de l'autre côté, il amène aussi quelques nouveautés, avec notamment le contexte de la crise économique. Le schéma, il est classique parce que la baisse des dotations de l'État, et Jean-Marc le disait, on la vit depuis 2014, et même un petit peu avant 2014, avec une perte pour la commune de Pierrat de 10 millions d'euros. On se sort, hélas, on avait subi en début de mandat précédent, en plus la perte des IFER, hein, qui nous ont fait quand même perdre 2 millions d'euros sur la commune. Elle est classique dans la mesure où il faut toujours maîtriser les dépenses de fonctionnement. Tu faisais état du pacte financier avec cette demande de l'État de ne pas dépasser les 1,2% d'année en année des dépenses de fonctionnement. L'avantage, enfin
La seule chose qu'on peut dire par rapport à une commune comme Pierre-Latte, c'est qu'on n'était pas pénalisé si on ne les dépassait pas. Pour autant, c'est mieux de ne pas les dépasser, et c'est ce qui s'est passé parce que le budget est solide et on peut s'en réjouir. Le maintien de la dotation solidarité urbaine. Et puis, il y a le FPIC. Alors, le FPIC, c'est la même question chaque année. Il y a la répartition, mais il y a aussi peut-être la volonté, et j'espère, de la CCDSP de pouvoir diminuer ce FPIC en prenant des nouvelles compétences. Au plus l'intercommunalité aura des compétences, au moins le FPIC sera important et donc la répartition sera moins douloureuse entre les communes. Mais ça aussi, c'est un sujet assez récurrent. Et puis la perte de la taxe d'habitation qui va être compensée par la taxe foncière des départements. Mais je veux dire que dans la relation avec l'État, on peut regretter, encore une fois, si la compensation sera là pour les années à venir, en tout cas la dynamique ne sera plus là. C'est-à-dire que chaque fois qu'une nouvelle construction sera faite à Pierre-Latte, eh bien, on n'aura pas la dynamique de cette nouvelle installation en termes de retour de taxe d'habitation. On en restera à la taxe d'habitation telle qu'elle est identifiée par la commune aujourd'hui. La nouveauté, c'est la crise. Et la crise, elle nous oblige. Elle nous oblige, ça n'a pas été abordé sur le fait de préserver le contribuable et de ne pas augmenter les taux d'imposition, puisqu'il y a encore des marges de manœuvre en termes d'autonomie fiscale pour les communes, et donc de ne pas augmenter, ça me semble important dans ce contexte difficile que vivent les Français, mais les Pierre-Latins évidemment aussi, de ne pas augmenter les taux d'imposition. Et puis je crois que ça nous oblige aussi au niveau du CCAS à être très attentifs à celles et ceux qui pourraient rentrer dans la précarité. Alors bien sûr, il y a différentes institutions pour veiller à cela, mais la commune et le CCAS qui sont au plus proche des habitants de Pierre-Latte, voilà, ça me semble important de pouvoir y veiller. Et le soutien aux associations aussi, elles souffrent beaucoup, les associations aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus d'événements. Donc il n'y a plus de recettes liées à des buvettes, à des choses comme ça, autour d'événements. Et il va falloir être vraiment attentif à nos associations. Enfin, investir, tu l'as dit Jean-Marc, il n'était pas question d'un PPI. Pour autant, sur certains travaux que tu as cités, ce n'est pas des travaux pour cette année 2021. La caserne, dont je rappelle qu'elle est financée en partie. Il n'a pas dit que... Il a dit qu'on était en cours d'élaboration du PPI. Hein. Oui, mais justement, il a dit qu'on était en cours d'élaboration du PPI en montrant certains équipements qui seraient réalisés. Donc je pense que ça, de toute façon, le BP nous donnera précisément les investissements qui seront faits au titre de l'année 2021. Et c'est sûr qu'en termes d'économie, il est important que les collectivités maintiennent cet investissement pour faire travailler nos entreprises, nos artisans. Voilà, alors je relevais effectivement l'exemple du centre de secours et d'incendie, puisqu'il a été décidé d'en faire un nouveau plutôt que de réhabiliter l'ancien, et que la commune prendra en charge le delta entre ce qui aurait été la somme de la rénovation et le coût réel d'une nouvelle construction. Voilà. Mais ça ne sera pas pour 2021, mais plutôt pour 2022. Voilà, merci. Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Oui, on a parlé comme ça dans les grandes lignes de l'échangeur de l'autoroute. Quid du giratoire au niveau du Robinson? Bon, je pense que on est. Je ne vais pas parler au nom du département. Là, on a la présidente qui est là, mais je pense que le département est en train de faire le nécessaire pour pouvoir amener à bien le projet. Et effectivement, on aura une participation qu'on va espérer la moindre possible à l'élaboration de cette mise en sécurité de ce carrefour. Ça fait partie des sujets. Pas d'autres interventions, vous l'avez compris. Crise sanitaire oblige. On a un budget sur lequel nous faisons toujours en sorte que notre fonctionnement soit surveillé, maîtrisé, de façon à garder de la capacité d'autofinancement, car nous avons des ambitions d'investissement pour l'avenir de la commune, mais surtout aussi pour aider notre territoire à sortir de la crise. On sait très bien que c'est en investissant qu'on recrée une dynamique économique,
qu'on soutient notre commerce de proximité et qu'on arrive, grâce à ce retour de l'impôt direct de nos citoyens, à faire en sorte qu'un territoire soit soutenu. C'est vraiment un objectif que l'on a à cœur d'atteindre. Jean-Marc l'a dit, il y a aussi une vision qui transparaît dans ce débat d'orientation budgétaire, qui est le recours à l'emprunt. Alors, un détail là-dessus, il vous a dit que les 0,2 d'augmentation des bases ne nous amènerait pas une dynamique suffisante. Une des stratégies est de pouvoir faire recours à l'emprunt avec comme compensation justement des taux d'intérêt qui sont très bas, puisque vous avez dû suivre comme moi dans la presse que pour la première fois la région Auvergne-Rhône-Alpes a arrivé à faire un emprunt à des taux négatifs. Alors je n'ai pas l'ambition de réussir sur la ville de Pierrelatte à faire un emprunt négatif, mais on peut aller chercher des taux qui ne seraient pas supérieurs à des taux de progression de la base, ce qui nous permettrait d'avoir une rentrée d'argent pour un emprunt qui ne coûterait rien aux Pierrelattains. Donc on est en train de travailler sur ce sujet pour les années à venir. S'il n'y a pas d'autres interventions... Oui. Je veux voir le slide sur les investissements là, qui totalisaient 8 millions d'euros. Les restes à réaliser, qu'est-ce qu'il y a dans les restes à réaliser? Il y a l'opération Tout part du cœur, il y a des choses là ou quoi? Alors, vas-y, Jean-Marc. Non mais... Reste à réaliser, par exemple, je pense qu'il doit y avoir... Non, mais c'est des restes à réaliser de recettes, en fait. C'est des recettes en reste à réaliser. Alors, je ne peux pas savoir ce que c'est. Mais, il y en a un qui saurait, c'est Laurent. Mais là, c'est des restes à réaliser de recettes, ça. On est dans le mode recette, là, oui. Affectation, virement. On n'est pas dans le modèle dépenses. Les dépenses, c'est après. C'est l'autre slide. Là, on est sur les recettes. Qu'est-ce qui fait les 8,8 millions d'euros? C'est l'affectation 4,4 millions d'euros. Les opérations pour ordre, c'est l'amortissement, hein, pour faire simple, 3 millions. 1 million de subventions FCTVA et 400 000 euros de reste à réaliser, à faire. À vérifier, mais ça devrait être des subventions à venir. Mais on vous donnera l'information. Et la différence sur le budget de fonctionnement entre la dépense et les recettes, on le voit apparaître où là? C'est dans l'affectation plus virement de fonctionnement, c'est ce qui permet de créer la CAF. C'est la différence entre recettes et dépenses, plus des excédents de l'année dernière. Parce qu'en fait, là-dedans, il y a la CAF plus les excédents de l'année dernière. D'accord. On n'est plus d'intervention sur le débat. Donc du coup, comme le disait Jean-Marc dans l'introduction du sujet, le rapport n'est pas soumis au vote. Donc nous passons à la délibération suivante. J'ai oublié deux choses en début de conseil municipal et je vous demande de m'en excuser. Que le rapport numéro 8, on vient de nous demander de l'annuler parce que l'association qui devait bénéficier de cette subvention nous a dit qu'elle annulait c'est la fête du livre, cette manifestation. Et la deuxième chose, c'est que Patrick Perra-Oliveira, excuse-moi Patrick, a demandé à ce qu'on ajoute une question. Et donc en fin de conseil municipal, je donnerai la parole à Patrick qui a une question à poser au conseil municipal. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, de toute façon, pour annuler ce rapport, que je soumets quand même au vote, puisque j'ai besoin de votre accord pour annuler ce rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour ce vote. Et le rapport numéro 9, je vais donner la parole à Franck Manzaneda sur une avance de subvention. Bonsoir tout le monde. Donc, avance de subvention concernant l'association Atom Sport Football Pierrelatte. Vu la délibération numéro 2020-56 du conseil municipal en date du 20 juillet 2020, approuvant la convention d'objectifs et de moyens établie entre la commune et l'association Atom Sport Football, la demande d'avance sur subvention formulée par l'association Atom Sport Football en date du 7 janvier 2021. Considérant qu'au fin d'assurer le bon fonctionnement de l'association Atom Sport Football, et préalablement à l'approbation de la convention annuelle d'objectifs et de moyens 2021, et par anticipation budgétaire, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir approuver le versement d'une avance de subvention de 20 000 euros
à l'association Atom Sport Football. Autorisez Monsieur le maire à signer toute pièce relative à cette affaire. Est-ce que vous avez des questions sur cette avance de subvention? Pas de questions? Oui? Cette subvention, elle va servir à quoi par rapport à la crise sanitaire, puisque beaucoup de manifestations sont arrêtées? Alors, c'est pas parce que des manifestations sont arrêtées que là, actuellement, les éducateurs continuent à faire entraînement. Donc, les subventions sont dans un budget général. Et dans ce budget général, il y a les défraiements des éducateurs et toutes les charges de déplacement quand ils vont sur un match à l'extérieur. Même s'ils sont dans le respect de procédures, ils ont quand même leur activité qui continue à avoir, on espère encore longtemps, à être en cours. Et donc, du coup... Et on peut penser que d'autres associations peuvent demander une même subvention, donc, en fait. Ah ben, de toute façon, c'était aussi noté dans le rapport, dans le débat d'orientation budgétaire. Nous nous engageons pour maintenir toutes les associations de la ville, dans quelque activité que ce soit, sport, social, association patriotique, culturelle, on va maintenir nos subventions de façon à avoir un vrai geste fort vis-à-vis de ces associations et leur dire que la commune est là. Pour autant, certaines ont des difficultés parce que les revenus complémentaires, bien souvent, c'était du sponsoring. Et il y a des entreprises qui reviennent un peu sur leur sponsoring. Et aussi une grosse partie complémentaire, c'était les manifestations qu'elles organisaient. Et aujourd'hui, quand une association sociale ne peut plus organiser un bal, un goûter, un dîner, etc., il n'y a plus de rentrée dans ces caisses. Et donc, au-delà de la subvention que nous, on donne, ils ont quand même des manques à gagner sur leur budget général. Et ils essaient pour autant d'avoir encore des activités. Ok, merci. Y a-t-il d'autres questions? Pas d'autres questions? Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour ce vote à l'unanimité. Le rapport numéro 10, c'est aussi une avance de subvention et pour le club de natation. Oui, donc effectivement, même principe pour l'entente Atom Sport Natation Pierre-Latte. Vu la délibération numéro 2020-58 du conseil municipal en date du 20 juillet 2020, approuvant la convention d'objectifs et de moyens établis entre la commune et l'association Entente Atom Sport Natation, la demande d'avance sur subvention formulée par l'association Entente Atom Sport Natation en date du 7 janvier 2021. Considérant qu'aux fins d'assurer le bon fonctionnement de l'association Entente Atom Sport Natation et préalablement à l'approbation de la convention annuelle d'objectifs et de moyens 2021 et par anticipation budgétaire, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir approuver le versement d'une avance de subvention de 10 000 € à l'association Entente Atom Sport Natation. Autoriser Monsieur le maire à signer toute pièce relative à cette affaire. Merci. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour ce vote à l'unanimité. Le rapport numéro 11, je vais donner la parole à Sandrine Barakel pour le dispositif de dépistage Covid le 19 et 20 décembre. Sandrine. Merci, bonsoir. Donc, il s'agit d'une convention d'assistance technique entre la protection civile de la Drôme et la commune de Pierre-Latte. Il est à noter qu'en fin d'année, donc, la région Rhône-Alpes a souhaité organiser une vaste opération de dépistage dans le week-end du 19 et 20 décembre, avant les fêtes de Noël, afin de permettre à la population de passer des fêtes un peu plus sereines. De ce fait, la ville de Pierre-Latte, très engagée sur les questions de santé, a souhaité s'inscrire auprès de la région Rhône-Alpes et également proposer un centre de dépistage. C'est pourquoi le 19 décembre et le 20 décembre, ici même dans cette salle des fêtes, a été réalisé donc a été mis en place un centre de dépistage. Il est bien évident que ces centres nécessitent du personnel formé et donc pour ce fait, il a fallu donc mobiliser un maximum de personnes. Et c'est dans le cadre donc de ce dépistage que la protection civile de la Drôme a mis à disposition donc du personnel requis et formé afin de pouvoir permettre au mieux la réalisation de ce week-end de dépistage. Cette convention d'assistance technique donc, entre la protection civile de la Drôme et la commune de Pierre-Latte a permis de définir les modalités et la nature de cette collaboration.
La région s'est engagée à rembourser les frais engagés par la municipalité au titre de cette convention. Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir approuver la convention d'assistance technique intervenant entre la protection civile de la Drôme et la commune de Pierrelatte s'y annexer, solliciter la région afin d'obtenir remboursement des frais ainsi engagés au titre de la dite convention et autoriser monsieur le maire à signer toute pièce relative à cette affaire. Merci Sandrine, et je te dis une deuxième fois merci pour l'investissement que tu as fait. Je rappelle que c'était du bénévolat, hein, et à ce titre-là, vraiment, le conseil municipal, le groupe que l'on représente, te remercie vraiment sincèrement. 400, plus de 400... 463 tests réalisés. Et donc, du coup, on a eu quelques personnes positives. Ça a permis à quelques familles de passer des vacances de Noël en toute sérénité. Y a-t-il des questions sur cette délibération? 463 tests sur combien d'habitants? Parce qu'il n'y avait pas que la commune de Pierrelatte qui était concernée. Non, en fait, toutes les personnes du bassin pouvaient venir se faire tester et on n'a pas eu que des personnes de Pierrelatte, c'est sûr. Il y a eu de l'extérieur, il y en a beaucoup. Oui, on a eu. Le sait. Alors oui, il y en a eu, mais en grande majorité des Pierrelatins. Mais il y a eu effectivement aussi des personnes de l'extérieur. La solidarité vis-à-vis de la santé. Y a-t-il d'autres questions? Pas de questions, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour ce vote à l'unanimité. Le rapport numéro 12, modification de la délibération 136 portant sur la mise en place d'une indemnité forfaitaire pour le déplacement des agents sur le territoire de la commune. Je vous passe les textes légaux des codes généraux de la fonction publique. On a passé une délibération le 26 octobre 2015 qui validait des frais de déplacement pour les agents utilisant leur véhicule. Aujourd'hui, on vous demande de modifier cette délibération. Vous l'aurez remarqué, les détails, c'est qu'avant, les seuls agents qui pouvaient bénéficier, c'était des agents chargés de l'animation périscolaire, cantine et NAP. Et aujourd'hui, on est sur tout agent municipal, toujours pareil, dans un souci de bonne gestion. On a aujourd'hui la possibilité de mutualiser des déplacements par rapport à quelqu'un qui serait chargé de faire l'entretien d'une école et aller dans une autre école. Donc du coup, on vous demande de modifier dans le tableau à tout agent municipal. Par contre, les tarifs, le montant annuel des déplacements ne sont pas changés. Y a-t-il des questions? Oui, c'est des déplacements pendant la journée de travail. Oui. C'est pas des déplacements pour venir travailler. Non. C'est nécessité de service et c'est effectivement pendant la journée de travail et sur des lieux de travail. Y a-t-il d'autres questions? Pas de questions, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour ce vote à l'unanimité. Le conseil municipal va se terminer, mais avant, Patrick Perra-Oliveira nous a posé une question. Donc Patrick, tu as une question à poser. D'abord, merci Alain de me laisser la parole. Voilà, je voulais revenir simplement sur la présentation des rapports annuels de notre délégataire Suez sur le réseau d'eau potable et sur l'assainissement. Parce qu'en fait, dans le procès-verbal du conseil municipal de septembre, il y a deux fausses informations qui ont été consignées. Alors, notamment, on note... C'est pas la question, Patrick. Hein? La question, elle arrive après. Oui, mais... Alors, bon, écoute, non, je pose directement la question. Comment peut-on les corriger? Du coup, c'est... Je te redis ce que je t'ai déjà dit, et ce rapport-là, déjà, il n'est pas soumis à un vote. C'est une information au conseil municipal. Ce rapport, il est donné à un délégataire à travers une délégation de service public. Donc, dans cette délégation de service public, il nous doit un rapport qu'on donne publiquement à l'Assemblée. Ce qu'on peut faire, et ta question est pertinente, donc je suis bien content que tu puisses la poser, merci. Oui, mais Alain, on va la transmettre au délégataire et on va demander au délégataire, mais je pense que tu avais déjà dû le faire. Je suis désolé Alain, mais je pose mal la question certainement,
Parce que ce sont des erreurs dans la présentation oui, mais ça change de la rien sur le fait synthèse que c'est et non pas dans la synthèse. Patrick, la présentation, c'est pas nous qui l'écrivons. Le rapport, c'est pas nous qui le faisons. Le rapport, c'est le délégataire qui le fait. Il donne un document officiel qui s'appelle un rapport sur la délégation de service public. Donc c'est son rapport à lui. On peut ne pas être d'accord avec ce rapport-là. Et là, je te rejoins, et c'est pour ça que je te dis, on va poser la question, le conseil municipal va poser la question au délégataire, de façon à amener une modification de la vision de leur rapport pour pouvoir répondre à ce que tu demandes, ce qui permettra d'avoir quelque chose de plus clairvoyant dans la demande, j'en conviens. Mais la seule chose que l'on peut faire, c'est ou modifier notre délégation de service public, et ça c'est quelque chose, on l'a dit tout à l'heure, on a une assistance à maîtrise d'ouvrage qui va nous permettre de réécrire notre délégation de service public, mais dans l'ancienne délégation de service public, il n'y avait pas de modification possible dans leur rapport. Ils ont juste à nous remettre un rapport. Ils nous remettent un rapport, on est d'accord ou pas d'accord avec ce rapport-là, on peut leur demander de faire des efforts de présentation du rapport, mais on ne peut pas modifier leur rapport. Est-ce que je peux parler ou pas? Oui, bien sûr. Bon. Tu peux poser une question, c'est prévu dans le règlement intérieur. La question, c'est comment peut-on corriger les erreurs sur la présentation de la synthèse, pas dans la synthèse, sur la présentation de la synthèse. Parce que quand tu vas demander au délégataire, mais c'est quoi ces histoires, le réseau d'assainissement, c'est pour la plupart de l'unitaire? Non, il va rigoler. Il va dire, mais non, il y a 4 km sur les 90. Donc c'est pas lui qui a noté ça. Quand on note que les 8 déversoirs d'orage fonctionnent mal, c'est pas vrai, il n'y en a qu'un seul. Avec un nombre de déversements et dans le collimateur de l'Adrial. Tout le restant, ça fonctionne bien. Voilà, donc tu vois que c'est sur la présentation de la synthèse. Et le deuxième point, c'était effectivement, dans la synthèse, il y a des incohérences et des erreurs. Et là, effectivement, si on réunit la commission consultative des services publics, nos délégataires et les services techniques, on va trouver le pourquoi du comment. Ça, je suis d'accord. Mais sur les erreurs de présentation qui ont été consignées dans le procès-verbal, comment on fait pour les corriger? Donc, du coup, alors, si je comprends bien ta demande, c'est dans le corps de la délibération, il y a des erreurs. Exactement. Ah, voilà, d'accord. Oui, mais figure-toi que ça fait 2 fois que j'essaye d'en parler, mais chaque fois, tu ne le prends pas dans le sens où je veux le dire. Alors, je suis désolé. Oui, mais parce que le corps d'une délibération, c'est le corps d'une délibération. Quand tu poses une question sur un rapport de synthèse, c'est un rapport de synthèse. C'est la synthèse, c'est ce que le délégataire nous donne. Oui. Son rapport, c'est une synthèse de son activité. Voilà. Donc effectivement, alors, sur les mots... C'est simplement pour l'intérêt général des Pierre-Latins qu'on ne dise pas que le réseau, aussi bien d'eau que d'assainissement, ne fonctionne pas correctement, puisque ce n'est pas le cas. Il y a besoin de corriger ces erreurs. Ouais. Pour autant, a été écrit ce qui a été écrit dans le corps de la délibération. Dans tous les cas, ce qui est à noter, c'est de prendre acte du rapport. Donc, effectivement, on va noter dans le compte-rendu ta question. Pour autant, ce qui avait été demandé ce jour-là lors de la délibération, c'est de prendre acte du rapport. Est-ce qu'on a pris acte du rapport? Je pense que tout le monde a pris acte du rapport. Tout le monde a eu le rapport. Voilà. Non. Donc, tu n'as pas eu le rapport. De te contredire là-dessus, on a eu la synthèse après la tenue du conseil municipal. Oui. Du coup, je reviens sur notre règlement intérieur. Tu as posé une question? Tu as posé une question très claire? Oui. Tu peux la reposer, s'il te plaît, et de façon audible dans le micro pour qu'on entende bien. Comment peut-on corriger les 2 erreurs, les 2 fausses informations qui apparaissent sur la présentation de la synthèse des rapports annuels de nos délégataires? Comment peut-on les corriger?
Merci Patrick. Du coup, comme c'est noté dans le règlement, on te fera une réponse, tu auras la réponse et tout le conseil municipal sera informé de la réponse que nous te ferons. D'accord. Par contre, je maintiens j'ai entendu ta proposition. Oui, on va réunir la commission avec les services techniques et le délégataire pour enlever les incohérences cette fois-ci. Tu l'as dit, on a remis en place une commission et j'espère bien que cette commission sera active. Je sais que tu y prendras part et que ça sera de façon très positive pour l'intérêt de la collectivité, qu'ensemble vous trouverez la meilleure façon de présenter le rapport et d'avoir une synthèse de ce rapport. Parce que ces valeurs-là sont celles de 2019, donc il ne faut pas trop attendre non plus pour réunir la commission. Merci Patrick. Oui, Richard. Oui. Je voudrais avoir des précisions à propos de l'attribution des marchés publics. Alors j'allais y venir, j'allais conclure là-dessus. Voilà, alors peut-être que c'est ça, mais avant de te couper l'herbe sous les pieds, il y a une erreur sur le tableau, une erreur de frappe. Installation d'une chaudière centrale au complexe sportif. L'O1, gros œuvre. Et donc vous avez sur votre tableau 3 000 € et 7,87 €. Et le montant, c'est 30 307 €. C'est pas une petite erreur. Mais c'était juste une erreur de frappe. La dépense était bonne, hein, quand même. Est-ce que c'était ça, la... Non. Alors... Non, mais justement, installation d'une chaudière centrale au complexe sportif. Alors, je sais que je ne connais pas. Il n'y en avait pas jusqu'à maintenant? Non. Ok. On était chauffé par le SMART, hein? On était chauffé par le réseau d'eau chaude de la ville, oui. Et on passe sur une chaudière maintenant? On met en place une chaudière pour compenser quand il y a une canalisation qui casse, notamment sur la rue Pierre de Coubertin. Ok, on peut aller plus loin. On a une obligation, c'est de mettre à disposition le complexe sportif pour faire en sorte que les écoles puissent apprendre à tous les enfants à nager. Ça, c'est une obligation. Et donc, à chaque fois qu'on avait un incident sur un de ces tuyaux, évidemment, on était obligé de fermer la piscine parce que l'eau n'était plus chauffée. Donc, dans tous les cas, cet investissement est fait pour avoir une compensation par rapport à ça. Et après, derrière, nos services ont travaillé sur un sujet vertueux qui va nous permettre de monter en température toutes les tuyauteries de notre complexe nautique, de façon à faire en sorte qu'en dehors des périodes scolaires où les douches ne sont pas utilisées, on puisse combattre la légionellose notamment. Ah oui, d'accord. Ok. On peut continuer? Oui, oui. L'aménagement avenue Pierre-Larousse, donc 430 000 €. Là, il n'y a pas d'erreur, je suppose. Est-ce que Lidl a versé les 3 acomptes? C'est pas Lidl à verser les acomptes, c'est Lidl qui paye. Oui, bah, donc je pense qu'ils ont dû payer leurs fournisseurs et nous avons bien payé nos acomptes. Les 434 000 €, c'est pas la commune qui les a sortis? C'est le marché, ça. Hein. Nous, on est engagé sur 27% et eux 73%. Et nous, on a une dépense globale à la fin des travaux qui sera de 103 000 €. Il y avait 158 000 au départ. Ça, c'était dans le prévisionnel. D'accord. Hop, je continue. Hein. Qu'est-ce que j'ai vu? Les loges du Rocher, c'est terminé. La vidéoprotection, 32 000 € d'investissement pour remplacement des équipements défectueux. Il y en a encore beaucoup à changer où on en est? Pardon. Les équipements de vidéoprotection à changer. Il y a toute la vidéoprotection à changer. Il n'y a pas que on l'a présenté là dans le débat d'orientation budgétaire. Ouais. On est sur le fait de repenser complètement. Actuellement, il y a un travail qui est en train de se faire avec la gendarmerie notamment sur le matériel, les implantations, etc. Et il y a tout un réseau, la connexion à la fibre et pas que du hertzien, donc il y a tout un travail à faire. Donc les 32 000 €, ce n'est que le début? Ah oui. Ok, non. Les chalets de Noël, ça aussi, qu'est-ce que c'est? 126 000 €? Oui. J'ai loupé le marché de Noël ou quoi? Alors oui, on a tous loupé malheureusement le marché de Noël. Mais on a loué les chalets quand même? Non. Ils sont loués ou ils sont achetés ces chalets? On achète des chalets en fait.
On a acheté des chalets sur l'année 2015 pour le premier marché de Noël en 2015. Et aujourd'hui, on est sur un volume de réinvestissement ou de rénovation de certains chalets. Mais surtout, on est à avoir une croissance du marché de Noël et de dépendre de plus en plus de collectivités qui nous font des prêts. Et notamment la collectivité de la Garde-Adhémar qui nous prête des barnums. Et dans la compensation des deux, on avait aussi des anciens chalets qu'on avait récupérés de bien avant, qui eux sont complètement obsolètes. Et donc du coup, on est sur un renouvellement normal dans les investissements, sur ce poste-là. Ok. Moi, j'ai regardé vite fait sur Internet, un chalet de Noël, c'est 5 000 €, je crois. Ça dépend des dimensions, en fait. Alors, ça dépend et les dimensions et les catégories dans lesquelles tu es. Là, tu es collectivité territoriale, tu achètes quelque chose que tu mets à disposition et pour accueillir du public, donc il y a des normes à avoir, et donc du coup, bien souvent, ils ont un taux de norme qui n'est pas celui que tu peux acheter dans une jardinerie locale à Pierre-Latte. Non, mais c'était pas local, mais bon, tant pis. Entretien fontaine centre-ville, c'est celle qui est devant la mairie? Oui. 25 000 € pour 3 ans. Oui. Je ne sais pas ce qu'il y a à y faire, 8 000 € par an pour entretenir cette fontaine. Tu vas faire ça à tous les postes? Eh ben non, mais je pense... Non, parce que en fait, la problématique, c'est qu'on a une vision globale de la chose, c'est-à-dire un budget de fonctionnement. Et après, on a un budget prévisionnel, et dans ce budget prévisionnel, il y a effectivement des dépenses. Et là, on est sur une liste des dépenses. Ouais. Effectivement, pour le budget familial que représente mon budget familial, une dépense comme ça paraît énorme. Quand tu es dans une collectivité, ou tu es dans un service public, et dans le fait d'avoir des installations normées, c'est un coût qui est, somme toute, normal. Entretenir une fontaine qui est aux normes, c'est son coût. Bon, ben, ok. Je ne parle pas du sel de Boissier, qui est au même tarif d'entretien. Ok, merci. Non, mais je se renseigne. Non, mais c'est ce que je veux dire, moi, Richard. Ça me paraît énorme. 8 000 € pour entretenir une pompe par an. C'est des débats qu'on a qui sont sympathiques, qu'on a aussi en dehors du conseil, parce qu'on se croise assez souvent. Et j'arrive à comprendre que dans ton démarrage, les chiffres te paraissent énormes. Mais il ne faut pas que tu les ramènes à une dépense familiale. Quand tu me dis que le chalet, toi, tu es allé le voir à 5 000 €, évidemment, je suis sûr que je peux même en trouver un en promotion à 3 500 €. Mais après, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Voilà. Aujourd'hui, quand une collectivité achète, elle fait un appel d'offres. L'appel d'offres, elle monte un cahier des charges de façon le plus cohérent possible. Et après, il y a des entreprises qui répondent. Donc ton fournisseur qui a probablement un chalet à 5 000 €, il a dû probablement répondre. Mais c'est peut-être pas lui qui a eu le marché. Voilà. Il n'y a pas de souci là-dessus, tout est transparent. Voilà. Pas de souci, c'est pour l'entretien des fontaines. Oui, mais pour l'entretien des fontaines, c'est exactement pareil. Il y a des consultations, les gens sont consultés, et c'est les mieux-disants qui ont les marchés. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, ce sont des marchés. Voilà. C'est bien, le Pierre-Latin de base que je suis, il apprend plein de choses, c'est excellent. Ah oui, mais il faudrait aller vite. Hein. Il est 19h54, le conseil municipal est fini. Merci à toutes et à tous.